Eh ben moi, je suis Sabrina Erinck, j'ai 46 ans, et puis donc je vis à Chambéry, en Savoie. Je suis originaire du Nord, de Lille. Ce livre, c'est vraiment un très gros projet. J'aurais jamais cru. C'est une amie qui m'a proposé d'écrire parce que moi j'ai des difficultés à écrire. Donc j'ai raconté, elle a écrit et elle voulait pas trop apparaître là-dessus, mais je la remercie. Donc Laura, qui est une ancienne avocate de Lille et qui est aussi derrière passée par l'école de journalisme également de Lille. On s'est retrouvés ici en Savoie, donc on partage quand même pas mal de choses en commun. Et en fait, l'idée c'était de relater le mandat parce que voilà, dans mon parcours, il est arrivé un truc un peu atypique, c'est que en 2019, le mouvement citoyen, donc c'est un mouvement qui s'était créé sur Chambéry, mouvement citoyen Grand Chambéry, avait lancé un tirage au sort sur la liste des gens inscrits pour les élections sur les listes électorales. Ils ont retiré une centaine de personnes au sort et ils les ont contactées avec un courrier et je fais partie de ces personnes. Et ensuite, ils ont refait un deuxième tirage et sur l'ensemble des personnes qu'ils ont contactées, nous sommes donc une dizaine à avoir été, en tout cas avoir répondu un petit peu à l'appel, à avoir été curieux, à s'être présenté éventuellement à des réunions et à la fin, ça donne aujourd'hui 2 personnes qui sont élus. Donc il y a un adjoint qui est aujourd'hui, donc Jean-Pierre, il est adjoint à la culture à Chambéry et moi-même. Et ensuite, je crois qu'il y avait aussi 2 personnes qui étaient sur la liste en position non éligible. Après, dans l'ensemble de ces personnes, je suis la seule qui n'était pas impliquée dans les associations, je connaissais vraiment pas le mouvement auparavant. Et je n'avais pas de lien avec la politique avant, alors que dans l'ensemble, ces personnes avaient déjà certaines connexions. Au démarrage, c'était pour dire, ben voilà, il s'est passé ça, donc le mouvement citoyen avait envie d'aller chercher des gens de tous bords, voilà, pour intégrer la liste. Ok, ça c'est bien au moment d'une campagne, mais en fait derrière, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est en responsabilité? Comment en fait les personnes sont accompagnées ou pas? Et donc ce livre, c'est complètement un livre personnel. C'est ma vision avec ce que j'ai vécu moi, des événements. Je m'appuie sur des faits. Et bien entendu, certains pourraient dire que ce n'est pas la vérité. En fait, en tout cas, ce livre, c'est le bout de ma vérité. Voilà, dans un grand pulse qui construit la vérité globale, et ben ça c'est ma pièce à moi qui apporte mon éclairage. Il faut que des gens, justement pas forcément shapés comme les politiques habituels, s'investissent pour aller dans ces instances-là, parce que maintenant je connais une notion qui, je pense, est importante. Ça s'appelle donc la parité sociale, et je crois que ce que je disais tout à l'heure, le fait que à l'Assemblée ou dans les instances, je ne me sens pas représentée, c'est parce qu'il y a un manque de parité sociale. Parité sociale, c'est une notion qui est très défendue par une économiste, Julia Cagé, mais également par une association qui s'appelle Démocratiser la politique. Ils ont sorti un rapport qui est sur leur site, n'hésitez pas à aller voir, il est vraiment très très intéressant. Et en fait, c'est de dire, sur la somme des personnes qui sont élues, il y a quand même qu'une certaine fraction de personnes qui viennent, par exemple, des classes populaires, des catégories socio-professionnelles, ouvriers, employés. Et donc, en fait, ça défend l'idée que quand on va chercher des personnes dans ces classes et milieux-là, eh bien, il est important de leur donner un peu plus de lumière, d'un peu mieux les accompagner parce qu'ils n'ont pas forcément tout le bagage, et c'est exactement ce que je dis dans le bouquin. Et donc dans le bouquin, là, ce que tu décris, c'est vraiment pour toi poser les limites donc, de ce qu'on appelle
la représentativité. Donc, au sein de la démocratie représentative, il y a des problèmes, notamment du fait de ce que tu décris, voilà, que la population française n'est pas bien représentée forcément dans les instances décisionnelles. Il y a aussi d'autres courants, d'autres associations dont je fais partie, qui souhaiteraient aller au-delà finalement de la représentativité et de dire qu'à un moment donné, même si on arrivait à un idéal où la société serait parfaitement représentée, ce n'est peut-être pas suffisant d'avoir des représentants et que tous les citoyens d'une commune par exemple ou d'un État devraient pouvoir avoir l'initiative de proposer des propositions de loi, y compris pour modifier la Constitution, et que même les citoyens devraient, comme ça se fait dans d'autres pays, en Suisse bien évidemment, en Australie, etc., être systématiquement consultés par référendum pour toute modification de la Constitution. Donc ça va encore aller au-delà finalement d'essayer d'avoir... Donc est-ce que c'est un point que tu abordes, ça, dans ton livre, un peu la démocratie directe au-delà de la représentativité? Tout à fait. En fait, à la base, c'est donc mon parcours et ensuite, à la fin, c'est plus sur un échange et des réflexions que j'ai, des constats aussi que j'ai pu faire. Je crois aujourd'hui qu'en tout cas, il est nécessaire d'aller s'impliquer. Par contre, le constat que je pose, c'est qu'en tout cas, notre système aujourd'hui ne me convient pas et j'aimerais pouvoir le changer. Pour l'instant, je me dis, il est quand même assez fort, il se protège et donc autant auparavant, je pensais que la lutte insurrectionnelle, on allait pouvoir faire changer les choses et autant maintenant, je me dis, oui, il faut aller dedans, dans ces instances pour pouvoir faire bouger les lignes de l'intérieur parce que le système se protège. Donc ça, c'est une première part. Donc il y a la partie de réinvestir ces instances. Ensuite, au niveau de la participation, quand le mouvement citoyen fait un tirage au sort pour aller chercher des personnes qui sont éloignées, abstentionnistes, gilets jaunes, et puis les faire participer à un projet pour la vie locale. À la base, c'est vraiment très intéressant, mais en fait, dans le livre, je relate un peu les écueils de qu'est-ce qui a manqué derrière. Donc en fait, la participation à cet endroit-là, c'est bien, mais il faudrait pas juste que ce soit juste de l'affichage en fait. C'est d'aller chercher des gens et surtout aussi de les écouter, ça serait quand même pas mal. Donc ça, c'est le deuxième volet. Et ensuite, il y a le troisième volet qui est de dire le fonctionnement actuel de nos institutions. Il y a déjà en fait aujourd'hui certains dispositifs qui existent pour mettre en place de la participation, de la concertation, tout ça, mais ils sont pas forcément très connus. Et le truc, c'est qu'en fait, ils sont pas obligatoires et surtout quand les politiques consultent ou vont à la rencontre, il n'y a absolument aucune obligation pour ces personnes de prendre en compte les avis qui ont été amenés par la population. Ce qui est pas forcément évident parce qu'en fait le suffrage universel dit voilà, maintenant moi j'élis un représentant, donc il a le mandat pendant tant d'années pour me représenter et donc il va pouvoir prendre des décisions pour moi. Sauf qu'en fait, en amenant le système de la participation, dans le système de la participation citoyenne, j'ai vraiment découvert la complexité que c'était parce que certains vont dire dans la participation citoyenne, déjà tout le monde ne participe pas, donc en fait, on retrouve à ces endroits-là ce qu'on appelle les TLM. Donc, c'est aussi une notion qui a été que j'ai découvert avec Nicolas Rio et Manon Loisiel, qui ont sorti un livre sur aussi la démocratie. Et donc, dans les TLM, on retrouve sociologiquement les mêmes personnes qui s'investissent. Et donc, ça veut dire que leur avis est surreprésenté à ces endroits-là. Donc, en fait, faire de la participation citoyenne, oui, mais comment faire aussi pour qu'il y ait réellement une existence de la pluralité et de la diversité des avis que l'on peut avoir et quelle légitimité on donne à ces avis à cet endroit-là. En fait, je comprends comment ça peut être compliqué d'articuler un système qui est donc de représentants et un autre qui lui va aller chercher à consulter, à faire participer selon différentes instances. Le mieux, ça reste le vote.
On est bien d'accord. Et donc dans le vote, on peut mettre en place donc plusieurs choses, des RIC, que ce soit des RIC locaux, nationaux, un RIC constituant, un RIC révocatoire, en fonction de différentes questions que l'on a. Et est-ce que justement, alors moi de mon regard, donc j'habite une commune limitrophe de Chambéry, j'ai suivi avec attention ce qui s'est passé au cours de leur mandat, en me disant que vu les envies, je pensais que peut-être ils allaient essayer de mettre au moins en place un outil de démocratie directe type RIC local, même si bon, c'était peut-être ambitieux de ma part, et force est de constater que, en tout cas de mon point de vue, ils n'ont rien mis en place. Ils ont fait des réunions de concertation, des choses comme ça, des comités de quartier, mais de mon point de vue en tout cas, j'ai eu l'impression qu'ils n'ont absolument rien fait de différent, sans dire que c'est pas bien, parce qu'il y a plein de raisons qui expliquent ça, et moi je m'implique pour que ça bouge d'abord au niveau national, et je comprends bien que les équipes souhaitent pas forcément mettre de l'énergie là-dedans. Mais toi, du coup, il y a eu des discussions au moment au cours du mandat de mettre en place un RIC local, ou ne serait-ce que faire même un référendum qui partait de l'initiative municipale, d'organiser un référendum, comme ça se fait dans certaines communes en France? Alors, de mémoire, il me semble pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, très très vite, sur certains dossiers, il s'est aperçu, et c'est là où j'ai appris cette difficulté, je dirais, juridique, d'avoir un statut en tant qu'élu et d'avoir donc un mandat pour prendre des décisions, et ensuite d'aller faire un RIC qui, du coup, serait, en plus, le but, ce serait que les élus soient en fait obligés d'appliquer la décision. Et donc là, il y a apparemment un trou juridique. Je ne sais pas si c'est un trou, mais en tout cas, il y a un fait juridique qui fait que ça bloque à cet endroit-là, en fait. Alors, c'est possible quand même, parce que par exemple, à Grenoble, ils l'ont fait pendant plusieurs années, mais il y a effectivement, et je mettrai le lien, en fait, Raoul Maniberton, qui est un chercheur en sciences politiques et qui aide justement les communes qui souhaitent le mettre en place à comment, par rapport au vide juridique, arriver à le mettre en place quand même légalement. Donc, c'est possible, mais il faut vraiment en avoir envie. Voilà, c'est exactement là, en fait, où on arrive. Parce que, il faut savoir qu'à la base, là, sur la majorité de Chambéry, c'est une majorité qui s'est composée sur une liste d'alliances de second tour. Les ambitions ont été un petit peu revues. En tout cas, il y a bien eu des actions mises en place. Alors, je ne suis pas élue sur la thématique de la participation citoyenne, mais malgré tout, dans le cadre de la municipalité, bien sûr que j'ai eu et j'ai toujours ces informations. Donc en fait, il y a quand même eu une plateforme spécifique qui a été mise en place, qui s'appelle Participons Chambéry Participons, quelque chose comme ça. Et il y a certaines petites choses, actions qui ont été mises en place. Par exemple, sur des chantiers, par exemple de plantation, et bien du coup il y a eu la mise en place des appels pour que les habitants puissent participer, venir planter. Donc c'est une autre forme de participation. Ensuite sur les prises de décision, il y a eu des petites formes de mise en place, peut-être, je sais pas, on peut pas dire que c'est des assemblées citoyennes, mais en tout cas un premier pas où je crois qu'il y avait eu un petit tirage au sort sur des personnes qui s'étaient proposées pour participer, en tout cas à créer un collectif sur un sujet donné qui était le sujet, c'était sur les écuries de Boigne à Chambéry, et je sais qu'il y a des gens qui s'étaient proposés, il fallait choisir dans ces gens qui s'étaient proposés pour réfléchir sur le projet. Du coup, il y a eu un petit tirage au sort à cet endroit-là. Les personnes ont participé à plusieurs réunions. Après, je crois que ce qu'elles amenaient, c'était un apport, mais après, bien entendu, que l'ensemble des élus a décidé si oui ou non, ces apports étaient pris en compte. Donc en fait, c'est ça, il y a eu des choses. Ah oui, j'ai aussi quelque chose d'assez important quand même. C'est par exemple au niveau du conseil municipal, il y a des questions citoyennes qui ont été mises en place. Ça veut dire que, il y a une demi-heure avant le conseil municipal qui est dévolue à, des gens qui viennent et qui posent directement une question citoyenne, en sachant que ces questions, ils les ont envoyées en amont à la mairie, que donc la mairie a trié un peu les questions et
choisi des sujets qui permettraient d'apporter un éclairage sur telle ou telle chose. Donc la personne, elle est invitée à venir parler de sa question et derrière les élus, l'ensemble des élus en question répondent à la fameuse question en sachant que toutes celles qui ne sont pas invitées à venir au conseil municipal, normalement, elles ont toute une réponse quand même par courrier. Voilà. Pas beaucoup par rapport à certaines communes. Voilà, donc il y a quand même il y a quand même des choses qui ont été faites, mais sur le RIC, je suis d'accord, c'est vrai, il n'y a pas eu de RIC de mis en place. Et du coup, il y a aussi eu le choix de ne pas parrainer des candidats à l'élection présidentielle, parce que les maires font partie donc des élus qui peuvent donner leur parrainage. Donc, et on entend beaucoup d'eux, parce qu'ils sont quand même 36 000, et en fait, malheureusement, il n'y en a quand même que 7 sur 10 enfin, il n'y en a que 3 sur 10 qui parrainent, 7 sur 10 qui ne parrainent pas. Donc le maire de Chambéry fait partie de ceux qui n'ont pas donné leur parrainage, alors qu'il y avait des candidatures aussi citoyennes sans étiquette politique. Est-ce que c'est quelque chose qui a été abordé en conseil municipal ou pas du tout ? Pas que je me souvienne. En fait, c'est le genre de question qui est un peu zappé et éludé à partir du moment où on est sur une majorité qui est une majorité d'alliance ou de fusion de second tour. À partir de ce moment-là, les avis sont tellement pluriels que du coup, c'est compliqué je pense, de parrainer une personne, de prendre la décision de parrainer une personne au nom du maire, parce qu'en fait, il n'y a que le maire qui a ce pouvoir de parrainage, et ça engagerait aussi l'ensemble de la majorité sans que ceux-ci aient réellement le choix. Donc, je n'ai pas de souvenirs comme quoi on a discuté sur le sujet, mais ça ne m'étonne pas que le maire ait décidé de ne pas prendre position à cet endroit-là. Et ça démontre comment, en fait, sur l'ensemble des communes françaises, quand tu indiques qu'il y a quand même 7 maires sur 10 qui ne parrainent pas, je pense que ça, c'est un des points qui peut freiner les parrainages. Moi, clairement, aujourd'hui, quand je vois l'ensemble des choses, c'est vrai que j'aimerais mettre mon action plutôt pour les animaux. Ça, c'est vrai que c'est un des... Voilà, je suis venue à la base pour ça, je le dis dans le livre, et je suis un peu sur ma faim, même beaucoup sur ma faim de ce qui s'est passé. Par contre, il y a plein d'autres sujets, bien entendu, qui m'intéressent, et s'il y a une liste qui peut mettre en place un RIC, bien sûr que c'est quelque chose qui pourrait, que je trouve en tout cas très intéressant. Maintenant, je rappelle que je saisis un petit peu mieux ces histoires de listes, d'alliances et donc de programmes, et aussi de quelle est la vraie marge de manœuvre que l'on peut mettre en place ensuite, et la volonté politique qu'il peut y avoir derrière, voilà, et bien dans ce cas, il y a beaucoup de travail et c'est clair que ça pourrait être un des points qui pourrait faire basculer.